Monsieur le Président, je vais vous demander, comme c'est la règle devant une commission d'enquête, de prêter serment. Monsieur Jérôme Haas, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et dans ce cas, levez la main droite et dites « je le jure ». Merci beaucoup. Nous allons procéder ainsi. Je vais vous laisser une dizaine de minutes pour cadrer votre propos, ou vos propos. Après quoi, notre rapporteur reviendra sur les questions qui vous ont été un peu suggérées, ou d'autres. Les membres de la commission, nous terminerons également par les dernières questions du rapporteur. Et si vous l'estimez opportun, vous pouvez éventuellement conclure pour nous alerter sur des choses que nos débats n'auraient pas mises en lumière. Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs. J'ai pensé, ayant à l'esprit les questions que vous m'avez transmises et votre souhait d'un préambule d'une dizaine de minutes, j'ai pensé aborder de façon liminaire 3 sujets d'inégal poids et importance. Le premier sujet porte sur les aspects systémiques du rapport entre la comptabilité et les questions financières. C'est le plus lourd. Le second sujet porte sur des aspects techniques du rapport entre la comptabilité et d'autres angles de représentation de l'entreprise, des banques, notamment fiscales, prudentielles et autres. Et dans un troisième temps, j'ai noté que vous m'avez posé des questions sur les commissaires aux comptes, sujet sur lequel je ne suis pas directement compétent, mais sur lequel je peux vous dire quelques mots tout de même, parce que j'ai noté que vous aviez un certain nombre de questions. Sur le premier point, c'est-à-dire les aspects systémiques de la crise financière vue depuis la fenêtre des normes comptables, je dois dire que la principale découverte que j'ai faite, c'est que dans l'ensemble des dysfonctionnements auxquels nous avons assisté et qui ont conduit à la crise, avant puis pendant son éclatement en 2008, et encore dans une certaine mesure aujourd'hui, il fallait reconnaître que les règles elles-mêmes avaient participé au dysfonctionnement, que les règles elles-mêmes avaient dysfonctionné. Et ça ne va pas de soi. Normalement, les règles permettent le bon fonctionnement du système, et là, voilà que des règles sont cause de dysfonctionnement. Et beaucoup de notre travail a consisté à essayer de comprendre pourquoi. Et il faut remonter à la décision prise par l'Union européenne en 2002 d'adopter pour les comptes consolidés des entreprises cotées, pour faire court, des règles internationales adoptées produites, si vous voulez, par un organisme privé international basé à Londres qui s'appelle l'International Accounting Standards Board, l'IASB, mais surtout produisant des règles, pour le dire tout de suite, différentes des règles comptables dont nous avions l'habitude et que nous utilisions depuis des siècles. Il y a beaucoup de causes à l'émergence de ces autres normes comptables. Il serait trop long de s'y attarder maintenant, mais l'important, à mon avis, est de caractériser cette différence. Pour le dire très vite, nous avions l'habitude, nous utilisions des normes qui consistaient à mesurer la différence entre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez chaque année, à appeler ça le résultat, à le reporter de façon sincère, à faire une photographie à la fin de l'année dans un bilan et à la fin de l'année suivante et de celle d'après, pour appeler cela généralement un patrimoine, et de fait, ces entreprises souvent étaient transmises à la génération suivante dans cet état-là, avec une perspective de long terme et le souci de la prudence. L'approche alternative que nous avions adoptée, sans le savoir tout à fait, consiste à voir l'entreprise plutôt comme une chose qui s'achète et qui se vend, dont l'important est de valoriser de façon instantanée l'ensemble des actifs et des passifs tout de suite. Pour le faire tout de suite, il faut prendre en compte le passé, qui est sûr, ça nous le faisons aussi, le présent, mais surtout l'avenir. Et ce souci de ces normes-là, dont vous voyez qu'elles viennent pas du continent européen, le souci d'objectivité, d'exhaustivité surtout, tout dire sur ce qu'il y a dans le bilan de cette entreprise tout de suite aujourd'hui, ou cette banque, a
ouvert la porte à quelque chose de tout à fait subrepticement contraire à nos principes, la prise en compte du futur, donc l'inscription en résultat de bénéfices non réalisés, d'opérations. Quand vous dites nos principes, c'est la finance, enfin, la comptabilité française, européenne, enfin, traditionnelle, c'est ça que vous entendez? La comptabilité française traditionnelle, qui est elle-même la fille du Code civil, donc tous les pays d'Europe et du monde qui sont dans un système de Code civil, et pour le dire de façon très synthétique mais exacte, en gros, la comptabilité en partie libre telle qu'elle a été inventée depuis la Renaissance. Mais à partir, effectivement, du Code civil, les choses ont divergé, et dans un autre pays européen, une autre façon de faire des affaires, une autre manière de pratiquer l'économie, une vision plus marchande qu'une approche productive, productrice qui est la nôtre, s'est développée, et la comptabilité dans chacune des deux zones a accompagné ces mouvements. Donc nous, cette divergence Europe continentale, on a une comptabilité de producteur, si vous voulez, donc on est prudent, on est sur le long terme, on mesure les flux et on accumule à la fin. Les autres ont plutôt une approche de marchand, ils échangent, ils vendent, ils achètent, et ce qui est intéressant, c'est le prix tout de suite. Demain est un autre jour. Oui, je m'arrêterai avant de tirer, pour être tout à fait honnête. Par commodité de langage, on peut. Voilà. Mais donc, historiquement, vous situez cette divergence 18e siècle, carrément vous voyez ça plus récent, mais à vous entendre, c'est plus ancien, entre guillemets. Au fond, les règles qui nous régissent et qui nous différencient, ce sont vraiment les règles du Code civil. C'est-à-dire, pour le dire de manière très très tranchée, j'essaie de vous restituer des années de recherche et de travail, etc., mais pour le dire de façon très tranchée, les règles qui vous disent que n'est comptabilisable que ce qui est sûr. Que ce qui n'est pas sûr est très intéressant. Et d'ailleurs, nous sommes très favorables à ce qu'on en informe tout le monde, bien entendu. Mais donner de l'information, ça n'est pas la même chose que de produire un résultat. Or, aujourd'hui, j'anticipe sur la suite de ce que je voulais dire, mais au fond, tout le monde s'intéresse et demande à la comptabilité une chose, fondamentalement, c'est un résultat. Alors, monsieur, madame, combien vous avez gagné cette année, ce trimestre, ce mois? C'est ça qui intéresse les gens. Et d'ailleurs, vous le savez bien, en bourse, c'est le seul chiffre qui intéresse, et immédiatement après avoir pris connaissance de ce chiffre, tous les partenaires de l'entreprise, que ce soit des spéculateurs, des investisseurs, de tout genre, tout le monde prend ses décisions, et l'entreprise elle-même d'ailleurs, en fonction de ce chiffre sacré, si j'ose dire, clé essentielle, fondamentale, qui est le résultat. Ce qui est intéressant, c'est que je ne veux pas vous emmener trop loin dans des arcanes conceptuelles de la comptabilité, mais en substance, pour nous, le résultat, c'est la différence entre deux flux, ce que je dépense et ce que je gagne. Tout le monde comprend, c'est simple et c'est sûr. En revanche, vu de nos amis de la comptabilité internationale, le résultat, c'est la différence dans laquelle vous pouvez trouver une foule de choses entre deux bilans. Un bilan d'hier, le bilan d'aujourd'hui, le bilan d'il y a une semaine ou d'il y a un mois et celui d'aujourd'hui, dans lesquels, comme au bilan vous mettez tout, y compris des choses non réalisées, il peut y avoir des choses tout à fait non réalisées. On n'est plus du tout dans un monde où les chiffres sont sûrs, on est dans un monde où les chiffres doivent tout dire, mais en disant tout, ils disent également des choses fausses. Et l'argument que je donne, c'est que ce qui est faux, enfin faux, je n'accuse pas d'être menteur, je dis ce qui n'est pas vrai, c'est tout simplement ce qui porte sur l'avenir, puisque la seule chose que vous savez de l'avenir, c'est que vous n'en savez rien. Donc si vous comptabilisez l'avenir, alors vous comptabilisez des hypothèses. Plus vous avez d'hypothèses, moins ce que vous dites est crédible, et moins c'est crédible, plus tous ceux qui doivent prendre des décisions sur la base de vos chiffres ont des chances de se tromper. Donc cette question-là est absolument... moi j'ai mis du temps à trouver que c'était ça qui nous séparait vraiment. C'est un sujet très important, la question du futur, la question du réalisé, ou dans notre jargon on appelle ça le réalisé, le non réalisé. Et vous voyez bien que tout est... Enfin, le point de vue de nos amis est important. Ils disent, mais attendez, peut-être que ça n'est pas encore réalisé, mais c'est très important. Peut-être y a-t-il des engagements, peut-être y a-t-il des créances, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas tout à fait tort de vouloir nous demander de tout dire. Mais dire est une chose, le comptabiliser comme un résultat en est une autre. Parce que
il ne faut, à notre avis, comptabiliser que, encore une fois, ce qui est effectivement dénoué, réalisé, ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est le Code civil. Le Code civil, oui, il y a des choses que vous avez, il y a des choses que vous devez, mais on fait bien la distinction entre ce qui est sûr et ce qui est potentiel, ce qui est de demain. Alors, nous avons vu les conséquences directes de ça dans la crise, en ce sens que, avant la crise, au fond, la mesure dans les comptes des banques d'un certain nombre de produits qui, en réalité, n'avaient pas de valeur de marché parce qu'ils n'étaient pas échangés, et donc il était extraordinairement difficile de mesurer, sauf par des hypothèses, et des hypothèses justement sur le futur, d'ailleurs déconnectées de ce qui étaient les sous-jacents de ces produits. Vous connaissez la problématique des subprimes. Ces valorisations étaient donc des valorisations théoriques qui elles-mêmes étaient liées à des mouvements de marché. Et par conséquent, à partir du moment où vous mettez dans les comptes des valorisations qui sont elles-mêmes théoriques et qui sont en permanence obligatoirement changeantes pour prendre en compte ce que chaque jour le marché vous dit de nouveau, pour vous fournir des paramètres de calcul de produits complexes qui est à votre bilan, souvent c'est le taux d'intérêt en réalité qui sert de variable essentielle du calcul, ce phénomène fait que les comptes bougent exactement comme l'économie, comme les marchés financiers. Donc, quand les marchés bougent, les comptes bougent. Quand les comptes bougent, les marchés bougent. Et cet effet de miroir fait que plus personne ne voit la différence entre la véritable performance d'une banque, ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a vendu, la valeur exacte des produits qu'elle a, et qui sont par exemple des prêts à l'économie, des prêts pour faire quoi que ce soit, qui ont une vraie valeur, qui dépendent du risque de crédit réel sur la personne qui a vraiment contracté le prêt, etc. Plus personne ne le voit. Les valeurs de référence pour calculer ces actifs sont des valeurs de marché. Le marché évolue par conséquent d'une façon qui est répercutée dans les comptes. Les comptes n'ont plus de spécificité, ils ne veulent plus rien dire. Et de ce fait, au fond, c'est comme lorsque vous êtes sur une autoroute, si tout le monde roule à 200 à l'heure, personne n'a l'impression d'aller vite, sauf quand on arrive dans le mur. Et là, lorsqu'on arrive dans le mur, le choc est d'autant plus fort, puisque toutes les valeurs d'un coup chutent, lorsqu'on s'aperçoit que l'ensemble de l'édifice reposait sur des hypothèses qui se sont avérées fausses. Et donc, c'est ce que le G20 a appelé la procyclicité, c'est-à-dire la tendance des comptes à renforcer la cyclicité naturelle du marché, elle-même beaucoup plus élevée que les cycles économiques véritables, si je peux dire, fondamentaux de l'économie. Donc, nous avons constaté cela, nous l'avons vécu, le G20 l'a écrit, décrit, expliqué, et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir où nous en sommes. Premièrement, sur les grands principes fondamentaux de définition et de mesure des instruments financiers, il faut dire que les propositions qui sont aujourd'hui sur la table, depuis 2009, de la part de l'IASB, n'ont toujours pas été adoptées par l'Union européenne parce qu'elles ne sont pas complètement satisfaisantes. Elles n'apportent pas véritablement de réponse aux questions que je viens de soulever, et notamment à ce phénomène de procyclicité. L'ensemble de la recherche de solutions se complique d'un autre phénomène. C'est que je passe mon temps depuis que je parle à évoquer des normes internationales. Or, le G20 a souhaité que nous cherchions à l'ensemble des problèmes et des sous-problèmes techniques que je n'ai pas détaillés, mais qui sont impliqués pour essayer de trouver des solutions aux phénomènes observés pendant la crise. Le G20 a souhaité que l'on trouve des solutions qui conviennent à tous, et en particulier à la fois à l'IASB, qui est donc utilisé par les acteurs, notamment les banques européennes, mais surtout britanniques, mais aussi que le FASB, qui est son homologue, qui est le normalisateur comptable, mon homologue, si vous voulez, américain, adopte les mêmes règles et que tout le monde se mette d'accord, ce qui est plein de bon sens, puisqu'au fond, toutes les problématiques auxquelles nous avons eu affaire sont fondamentalement des problématiques qui ont eu à voir avec les règles qu'appliquaient les grandes banques anglaises et américaines. Évidemment, là, les choses sont plus complexes et on est face à tout un éventail de situations. Il y a les cas dans lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a un cas célèbre que je vais vous décrire très rapidement, parce qu'on le comprend aisément. Il s'agit de savoir si vous inscrivez au bilan les produits dérivés, les positions que vous avez en termes de produits dérivés, en brut ou en net. Vous comprenez que ça ne fait pas le même effet.
En brut, les montants sont considérables des deux côtés de votre bilan. Votre bilan est énorme. En net, naturellement, vous agrégez. Vous ne mettez qu'un résultat, un chiffre, beaucoup plus limité. Et je crois que Christian Noyeux vous a parlé l'autre jour de la mesure de l'effet de levier dans les banques qui n'était pas la même suivant qu'on adoptait l'un ou l'autre des standards comptables. C'est de ça qu'il voulait parler, très précisément. Mais l'effet est considérable suivant que l'on prend l'une ou l'autre des solutions. Alors comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut accepter de ne pas être d'accord avec ce type d'effet très très fâcheux, qui est qu'on ne sait plus très bien mesurer la situation respective des banques de part et d'autre de l'océan? Faut-il au contraire, à tout prix, vouloir se mettre d'accord, mais quitte à ne pas y arriver? C'est le cas aujourd'hui à propos d'un autre sujet absolument fondamental, qui est celui qui consiste à demander aux banques d'augmenter le montant de leurs provisions lorsque tout va bien en haut de cycle, pour pouvoir faire face à des situations en bas de cycle, de crise, où elles ne doivent pas pouvoir dire qu'elles n'ont pas suffisamment de capital pour ne pas faire de prêts à l'économie. C'est quelque chose qu'en France, d'ailleurs, la plupart des acteurs, y compris les banquiers, demandent depuis très longtemps. Et c'est vraiment une disposition de bon sens. Reste à savoir comment la calculer. Je ne vous invite pas dans les détails du débat, mais nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. L'IASB et le FASB n'y arrivent pas. Ça fait maintenant des années que ça dure. Est-ce qu'il faut se mettre d'accord, ne pas se mettre d'accord? Il y a des enjeux de compétitivité considérables, analogues à ceux que j'ai cités tout à l'heure sur la question du net ou brut des produits dérivés. Et puis vous avez, entre les deux, encore un autre cas de figure dans lequel on se met d'accord, mais sur une solution médiocre. Nous avons vécu ça avec, au fond, les seules normes qui aient été adoptées depuis la crise de la part de l'IASB par l'Union européenne, qui sont des normes qui portent sur un sujet qui vous intéressera, puisqu'il s'agit de savoir comment on comptabilise et comment on consolide les véhicules spéciaux, les SPV, utilisés par les banques, particulièrement aux États-Unis, pour y loger un certain nombre d'opérations qui échappaient par conséquent à la vigilance et aux règles du propre secteur bancaire. Et au fond, pour le dire très synthétiquement, les Américains ont vraiment beaucoup amélioré leurs règles, mais à un niveau et suivant des modalités qui ne sont pas exactement celles de l'IASB, qui a un peu allégé et abaissé sa garde, pensons-nous, pour essayer de rencontrer les Américains. Et ce faisant, nous trouvons que les règles internationales qui étaient relativement robustes et qui avaient permis que nous ne nous trouvions pas dans la même situation de ce côté de l'océan qu'aux États-Unis en termes de SPV, d'entités spécifiques, d'entités spécialisées déconsolidées. Ces règles qui étaient assez robustes ont été légèrement relâchées pour aller à la rencontre des Américains, avec un effet très bénéfique, qui est que les Américains ont considérablement renforcé leurs règles. Pour nous, c'est important, parce que le problème est passé par chez eux, mais en même temps que nous avons, nous, un tout petit peu abaissé notre garde. Et d'ailleurs, la France s'est abstenue à Bruxelles sur le vote de cette norme, à cause de ce que je viens de vous décrire. Donc vous voyez, nous sommes face à la nécessité de gérer une problématique qui, pour des raisons évidentes, est une problématique mondiale, et nous essayons de le faire le mieux possible. Naturellement, qu'est-ce que cela signifie? Pour conclure ce débat sur les aspects systémiques, premièrement, que nous avons à livrer un débat conceptuel. Et évidemment, comme la comptabilité dans la représentation de l'entreprise est vraiment la première, c'est la première qui arrive, elle regarde l'entreprise et elle dit voilà comment je vais vous traduire ça en chiffres de manière organisée. Les normalisateurs comptables manient des concepts. Ils essayent de trouver des concepts pour déterminer les meilleures règles de représentation de l'entreprise. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Et à notre avis, d'ailleurs, de manière trop conceptuelle, dans l'univers anglais et américain, et ceci justement parce qu'ils n'ont pas le code civil. Ils ont un texte fondamental qui est la pierre de touche de leur système comptable, qui s'appelle le cadre conceptuel. Et je leur dis toujours, moi j'ai le code civil. Et c'est beaucoup plus simple. Le cadre conceptuel, qui d'ailleurs n'est voté par personne, leur permet de se donner à eux-mêmes leurs propres méta-règles, à partir desquelles ils établissent leurs propres règles à eux comptables. Et donc, nous avons besoin d'avoir un débat conceptuel. Nous l'avons demandé dès 2008. Il vient de s'ouvrir. Nous y sommes. Nous avons produit un premier papier. Nous avions un vrai débat avec eux pour essayer de faire avancer des choses simples qui sont en fait la tentative de revenir
à des principes fondamentaux, dont le plus emblématique, même s'il se traduit de façon complexe en termes techniques comptables, mais c'est le principe de prudence qui dit bien ce qu'il veut dire, et je reviens à ce que je disais tout à fait au début. Je dois vous dire qu'à Londres même, le souhait de revenir au principe de prudence rencontre un très fort écho, parce qu'il existe une prise de conscience de l'ensemble de ces enjeux. Deuxièmement, norme par norme, il faut négocier, 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 c'est ce que nous faisons. Troisièmement, dans cette grande problématique qu'on appelle celle de la convergence entre les normes internationales et les normes américaines, il faut sélectionner nos priorités et à chaque fois choisir où se placer entre accepter de ne pas être d'accord, s'obliger à être d'accord à un certain prix, bloquer des négociations parce que nous ne sommes pas d'accord, vous l'avez compris. Et enfin, naturellement, il faut aussi que nous travaillions et nous y employons à ce que les institutions internationales et européennes qui gouvernent et qui décident sur ces questions comptables soient renforcées. Vous savez peut-être que le commissaire Barnier vient de confier une mission à M. Mestat, qui est l'ancien ministre des Finances belge, pour justement renforcer la gouvernance européenne en matière de prise de position à l'égard des normes internationales dont il faut qu'on puisse décider si oui ou non on les incorpore dans le droit européen, notamment à l'aune de ces principes fondamentaux comme celui de prudence. Voilà ce que je pouvais dire sur les aspects systémiques. J'ai sûrement beaucoup dépassé le temps que vous m'avez donné avant de passer aux autres. Et donc, je suis entre vos mains pour savoir comment avancer, si vous voulez qu'on... On va poursuivre, parce que vos propos nous ont beaucoup intéressés. Je vous dis sous le contrôle de mes collègues que c'est la première fois qu'on aborde un peu ce point qui est très intéressant, qui est très technique, et qui nous intéresse beaucoup, parce que nous sommes le rapporteur doit mûrir un certain nombre de réflexions, voire de propositions, et vos propos sont un peu novateurs dans notre réflexion. Donc, continuez, si j'ose dire, par votre deuxième partie, qui d'ailleurs, comme vous l'avez dit, est un peu plus restreint, et puis la troisième, j'ai bien compris le thème, pourra être assez brève, puis après on entamera le débat. Volontiers. Et naturellement, j'ai mis l'accent dans cette partie-là sur les questions strictement comptables. Je suis à votre disposition aussi pour faire le lien avec toutes les autres dimensions de la crise financière. C'est tout à fait clair que, naturellement, tout est lié. J'attire votre attention notamment sur le fait, par exemple, que pour continuer à parler du commissaire Barnier, il a produit un livre vert il y a quelque temps auquel nous avons répondu, qui était sur la question de l'investissement à long terme, en essayant d'expliquer qu'un des effets de ces normes comptables était justement de mesurer le monde à court terme, et qu'il y avait une contradiction nécessaire entre une approche de ce genre et ce que nous recherchons pour la croissance, et que il fallait arrêter de ne pas le dire, que ça irait beaucoup mieux une fois qu'on l'aurait dit et qu'on pourrait essayer d'en tirer un certain nombre de conséquences dans l'esprit même de tout ce qui a été fait, encore une fois, dans tous les autres compartiments des solutions à la crise financière. Il y en a beaucoup et je les passe sous silence à ce stade. Alors, le second point que je voulais aborder avec vous, parce qu'il me semblait vraiment utile pour répondre à vos questions, est celui du rôle que joue la comptabilité à l'égard des autres dimensions ou des autres angles suivant lesquels on regarde l'entreprise, et en l'occurrence, je crois, les banques. Mais c'est vrai pour les deux. Je dirais qu'à l'origine, ou si vous voulez, il était une fois une harmonie très intense, très forte, entre la comptabilité, socle de toute mesure de l'activité des entreprises, et toutes les autres branches du droit qui progressivement s'y sont ajoutées. La fiscalité très vite, et naturellement, je vais y revenir dans un instant, ou plutôt non, parlons-en tout de suite, la fiscalité s'appuie sur la comptabilité, et rien n'est plus satisfaisant pour, je pense, la fiscalité que de pouvoir se dire « je suis au moins sûr de la matière que je traite, des chiffres que l'on me donne, le résultat c'est ça, les stocks c'est ça, les dépenses et les recettes c'est ça. Je n'ai plus à m'intéresser, moi, qu'à la définition de la base qui m'intéresse et à y appliquer le taux et à vérifier. » Mais pouvoir s'affranchir de ce travail de tâcheron qui commence à compter les stocks, inventorier les dépenses et les recettes et regarder ce que sont les principales caractéristiques de l'entreprise, c'est évidemment
considérable pour la fiscalité, pour les fiscalistes. Et puis, au fur et à mesure, d'autres branches sont venues se greffer. La plus parlante en matière bancaire, ce sont les règles prudentielles. Les règles prudentielles, fondamentalement, se sont branchées immédiatement sur les comptes en disant, de la même manière qu'un fiscaliste, j'ai tout dans les comptes, ne nous posons pas de questions et réfléchissons simplement à la question de savoir quelles conséquences on en tire, nous, dans notre surveillance, le cas échéant, en ajoutant des couches de prudence. Et tout à fait légitime, parce que nous savons des choses que les comptables, qui ne sont pas intéressantes d'ailleurs pour les comptables, nous savons, nous, des choses parce que nous avons regardé beaucoup plus en détail la situation de la banque, et donc nous pouvons vouloir faire porter la prudence plutôt ici que là, plutôt là qu'ici, soit de manière systémique pour toutes les banques, soit au contraire de façon particulière pour telle ou telle. Et donc, de la même manière, pouvoir travailler sur les comptes est une sécurité fantastique, un gain de temps évident. Mais figurez-vous que cette connexion-là se détend. Et je ne peux pas vous dire ni que c'est réversible, ni même que c'est injustifié. Elle se détend parce qu'on voit bien que même toutes choses égales d'ailleurs, on va voir qu'elles ne le sont pas, mais toutes choses égales d'ailleurs, les objectifs propres à la fiscalité, respectivement, et la comptabilité, ou le prudentiel et la comptabilité, se sont développés avec leur autonomie. Si je parle très très simplement, ce qui intéresse le comptable, c'est de dire de manière sûre aux gens qui lisent les comptes combien cette entreprise a gagné cette année, et voilà ce qu'elle a comme situation nette. En revanche, ça s'arrête là, franchement. C'est déjà très difficile. Ça n'est pas du tout le problème de la fiscalité. La fiscalité veut, sur la base des impôts qui sont définis au Parlement, saisir la matière fiscale, taxer, trouver où est l'argent, trouver ce qui est véritablement de l'ordre de la définition que le Parlement a votée, bien comprendre, utiliser toutes les informations qu'elle trouve dans les comptes, mais pour un but qui est tout à fait différent. Et au fur et à mesure que l'on réfléchit, que les systèmes se développent, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des différences assez grandes, et je vais y revenir. Il en va de même de la matière prudentielle. Mais naturellement, j'ai dit, les choses ne sont pas égales d'ailleurs. Ce qui a précipité les choses de façon radicale, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit au début, nous ne travaillons plus que dans un univers international. Or, dans un univers international, nous sommes pratiquement les seuls à avoir gardé à ce degré et aussi longtemps cette connexion. Même dans beaucoup d'autres pays de même tradition juridique, les choses ne sont pas allées aussi loin parce que vont avec cette dimension que je décris sous un angle strictement juridique aussi toute une organisation administrative et tout le rapport entre l'administration fiscale et les entreprises. C'est pas simplement du droit, c'est aussi de la réalité. Donc, premièrement, la plupart des pays n'ont rien qui ressemble à ça ou n'ont plus vraiment grand-chose qui ressemble à notre système. Deuxièmement, au fur et à mesure que vous développez des normes internationales, évidemment, des couches entières de normes viennent s'insérer dans votre droit qui n'ont jamais été conçues pour pouvoir offrir une quelconque continuité avec les autres branches du droit. Je viens de vous expliquer que les normes comptables internationales étaient radicalement différentes de celles que nous avions avant, et elles ont en partie coloré d'ailleurs les normes françaises, et du coup vous avez commencé à assister à une difficulté d'emboîtement. Deuxièmement, les normes prudentielles, il en va de même. Et au fur et à mesure que les normes internationales venaient ajouter de l'imprudence, les normes prudentielles étaient obligées de rajouter leur propre prudence, mais dans un langage qui est le leur et qui est différent. Et donc vous voyez à quel point les systèmes s'emboîtent mal. S'ajoutent d'autres étages. Un étage purement réglementaire. Exemple, la demande, l'exigence, par exemple celles qui sont dans la loi bancaire, à l'égard des banques, sur les activités qui sont localisées dans certains centres, etc. Au fond, ça n'est pas vraiment un sujet comptable, parce que ça ne vous dira rien de plus ou de moins sur ce que vous avez gagné et sur ce qu'est votre patrimoine. Ça n'est pas un sujet prudentiel, hein. Ce n'est pas nécessairement directement un sujet prudentiel. C'est un sujet réglementaire, au fond, propre, très spécifique. Et donc, il vient ajouter une couche supplémentaire. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit. Si vous demandez aux banques, par exemple, de donner des informations sur les bonus,
Les bonus, c'est quelque chose qui est très important, mais ça ne change rien au résultat de la banque ou à son patrimoine, vraiment, de manière significative. Ça n'est pas non plus prudentiel, vraiment. Il y a une dimension comptable des bonus, je ne m'y attarderai pas, mais c'est justement parce que vous avez introduit le futur dans le résultat qu'on peut verser des bonus qui sont indexés sur le futur. Bon, mais en revanche, dans l'autre sens, si vous voulez, nous sommes en dehors de la comptabilité et par conséquent, voilà une couche supplémentaire d'exigences qui sont réglementaires. Donc vous avez le comptable, vous avez le fiscal, vous avez le prudentiel, vous avez le réglementaire. Et demain, vous aurez encore d'autres choses. Vous allez avoir tout le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, de la RSE. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les entreprises doivent fournir des chiffres sur tout à fait autre chose, qui ne va pas du tout s'emboîter. Aujourd'hui, on ne sait même pas le mesurer en euros, en réalité, avec les autres. Donc, vous voyez qu'il y a des dynamiques propres à chacun des angles de représentation de l'entreprise ou de la banque qui ont de bonnes raisons de se développer, d'abord dans un univers international, et ensuite parce qu'ils ont des logiques propres, avec des instruments différents, avec des institutions différentes, et des branches de droit différentes. Et tout ceci se désarticule un peu, si vous voulez. Et naturellement, on essaye, nous, de faire tout ce que l'on peut pour garder le plus possible de cohérence, mais sans avoir l'ambition de pouvoir revenir à une situation extrêmement simple, d'une économie extrêmement simple, où il n'y aurait finalement que la comptabilité et la fiscalité dans des entreprises simples, ne travaillant qu'à l'intérieur de l'hexagone, etc. Et ça, probablement, c'est une époque révolue. Comment vivre avec cette plus grande fragmentation qu'on observe dans tous les domaines, c'est véritablement un enjeu auquel nous faisons face. Je voulais vous y rendre sensible et c'est vraiment une manière de réfléchir que j'ai développée en essayant de répondre à vos questions, pour vous dire la vérité. Et c'est ainsi que les choses me sont apparues aussi nettement que j'ai pu essayer de vous les livrer. Pour conclure sur cet aspect des choses, évidemment, il faut que l'ensemble, il faut montrer que la comptabilité, après que chacune de ces différentes couches soit intervenue, que ces différents points de vue sur l'entreprise soient intervenus, il faut il faut s'assurer que la comptabilité continue de rendre compte tout de même de ce qui a eu lieu, et donc il faut vérifier que ça boucle, pour le dire vulgairement. Ça n'est pas une chose facile. Par exemple, nous avons aujourd'hui des débats interminables avec l'IASB, le normalisateur international, sur la manière de comptabiliser les impôts payés. Ils disent, oui, mais vous nous dites que c'est une taxe sur ceci, mais nous vous disons que c'est pas ça. En réalité, il s'agit de cela, c'est tout à fait autre chose. Alors, vous voyez, même la représentation de ce qui est fait dans une autre logique, qu'il faut bien retrouver tout de même dans la comptabilité, est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas simple parce que une taxe construite en droit français n'est pas comprise de la part, par exemple, de ces producteurs de normes internationales, de la même manière que ce que nous avons pourtant voulu nous produire, vous plutôt que nous d'ailleurs, le Parlement. Et donc, vous voyez que l'aboutement de l'ensemble de ces couches, la conservation d'un minimum de cohérence dans l'ensemble est un exercice complexe. Alors, Pas interrompu, vous pouvez... Pardon, non, c'est vraiment le message que je voulais vous livrer et je suis sûr que cela peut susciter des questions. Je peux laisser de côté ou non, comme vous le souhaitez, l'autre dimension qui a suscité beaucoup de questions de votre part, Monsieur le Président, qui portait sur les commissaires aux comptes. Je suis entre vos mains. On verra, si vous voulez, après les commissaires aux comptes.